Les organes lymphoïdes constituent les véritables piliers du système immunitaire. Ces structures anatomiques spécialisées orchestrent l'ensemble des mécanismes de défense de notre organisme contre les agents pathogènes. Les organes lymphoïdes sont responsables de trois fonctions essentielles. Premièrement, la production des lymphocytes, ces cellules immunitaires spécialisées. Deuxièmement, leur maturation pour qu'elles acquièrent leurs compétences fonctionnelles. Troisièmement, leur activation lors de la rencontre avec des antigènes étrangers. Les lymphocytes représentent les cellules clés de la réponse immunitaire adaptative. Nous distinguons principalement les lymphocytes B, responsables de l'immunité humorale, les lymphocytes T, acteurs de l'immunité cellulaire, et les cellules natural killer, composantes de l'immunité innée. La classification des organes lymphoïdes repose sur une distinction fondamentale entre organes primaires et secondaires. Cette classification reflète leur rôle spécifique dans le développement et le fonctionnement du système immunitaire. Les organes lymphoïdes primaires, également appelés organes lymphoïdes centraux, sont les sites de production et de maturation initiale des lymphocytes. La moelle osseuse constitue le site de production de tous les lymphocytes, tandis que le thymus assure la maturation spécifique des lymphocytes T. Les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques constituent les sites de rencontre entre les lymphocytes matures et les antigènes. C'est dans ces organes que s'initient les réponses immunitaires adaptatives spécifiques contre les agents pathogènes. Le parcours des lymphocytes illustre parfaitement la complémentarité entre organes primaires et secondaires. Ce processus séquentiel garantit une réponse immunitaire efficace et spécifique. Dans les organes primaires, les lymphocytes immatures subissent un processus de maturation complexe. Ils acquièrent leurs récepteurs spécifiques et développent leur capacité de reconnaissance antigénique. Cette étape est cruciale pour l'établissement de la tolérance aux soins. Une fois matures et compétents, les lymphocytes quittent les organes primaires pour circuler dans le système sanguin et lymphatique. Cette circulation leur permet d'atteindre les organes lymphoïdes secondaires où ils pourront rencontrer les antigènes. Dans les organes secondaires, les lymphocytes compétents rencontrent les antigènes présentés par les cellules dendritiques. Cette rencontre déclenche leur activation et l'initiation de la réponse immunitaire adaptative spécifique. La distinction entre organes lymphoïdes primaires et secondaires revêt une importance capitale pour la compréhension globale du système immunitaire. Cette classification permet d'appréhender les mécanismes physiopathologiques et d'orienter les approches thérapeutiques. En médecine clinique, cette distinction guide le diagnostic des immunodéficiences, l'évaluation des greffes de moelle osseuse et le développement de stratégies thérapeutiques personnalisées. Elle constitue le fondement de notre compréhension moderne de l'immunologie. En conclusion, les organes lymphoïdes constituent un système intégré et hiérarchisé où chaque composant joue un rôle spécifique et complémentaire. Cette organisation sophistiquée garantit une défense immunitaire efficace et adaptée aux défis pathogéniques rencontrés par l'organisme. La lymphopoïèse est le processus complexe de formation et de maturation des lymphocytes, les cellules clés de notre système immunitaire adaptatif. Ce processus se déroule dans différents organes lymphoïdes et implique plusieurs étapes de différenciation cellulaire. La lymphopoïèse comprend trois voies principales de développement. Premièrement, la lymphopoïèse B, qui se déroule entièrement dans la moelle osseuse. Deuxièmement, la lymphopoïèse T, qui nécessite une migration des précurseurs vers le thymus. Et troisièmement, le développement des cellules NK, qui peut avoir lieu dans plusieurs organes. Commençons par examiner en détail la lymphopoïèse B dans la moelle osseuse. Ce processus débute avec les cellules souches hématopoïétiques pluripotentes qui se différencient progressivement en lymphocytes B matures fonctionnels. Le développement des lymphocytes B suit une séquence ordonnée d'étapes. Il commence par la cellule souche hématopoïétique, progresse vers le progéniteur lymphoïde commun, puis vers les stades pro-B, pré-B et finalement le lymphocyte B immature, puis mature. Chaque étape de développement est caractérisée par l'expression de marqueurs cellulaires spécifiques. Les cellules pro-B expriment CD19 et CD10. Les cellules pré-B expriment en plus CD20.
Les lymphocytes B matures expriment les immunoglobulines de surface IgM et IgD. Passons maintenant au développement des lymphocytes T, un processus plus complexe qui implique une migration des précurseurs de la moelle osseuse vers le thymus. Cette migration est essentielle car le thymus fournit l'environnement spécialisé nécessaire à la maturation des lymphocytes T. Le développement des lymphocytes T commence dans la moelle osseuse avec les mêmes cellules souches hématopoïétiques et progéniteurs lymphoïdes communs que pour les lymphocytes B. Cependant, les précurseurs T migrent ensuite vers le thymus, où ils subissent leur maturation complète. Dans le thymus, les précurseurs T deviennent des thymocytes et passent par plusieurs stades de développement. Les stades principaux sont les thymocytes double négatifs, double positifs, puis simple positifs, selon l'expression des corécepteurs CD4 et CD8. Le développement des cellules natural killer, ou NK, est distinct de celui des lymphocytes B et T. Ces cellules peuvent se développer dans plusieurs organes, notamment la moelle osseuse, le thymus, les ganglions lymphatiques et la rate. Elles ne nécessitent pas de réarrangement génique comme les lymphocytes adaptatifs. Les cellules NK se développent à partir du même progéniteur lymphoïde commun que les lymphocytes B et T, mais suivent une voie de différenciation unique. Elles passent par les stades de précurseurs NK, NK immature, puis NK mature, caractérisés par l'expression progressive de récepteurs spécifiques. Un aspect crucial de la lymphopoïèse est la mise en place de mécanismes de sélection qui garantissent la tolérance au soi et la capacité de reconnaître les antigènes étrangers. Ces mécanismes sont particulièrement importants pour les lymphocytes T dans le thymus. Dans le thymus, les thymocytes subissent deux étapes de sélection critique. La sélection positive élimine les cellules qui ne peuvent pas reconnaître les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité du soi. La sélection négative élimine les cellules qui réagissent trop fortement aux antigènes du soi. Pour les lymphocytes B, la sélection se déroule également dans la moelle osseuse. Les cellules B autoréactives sont éliminées par apoptose ou subissent une édition de récepteurs pour modifier leur spécificité antigénique. Ce processus assure que seuls les lymphocytes B non autoréactifs quittent la moelle osseuse. Les marqueurs cellulaires jouent un rôle essentiel dans l'identification et le suivi des différentes étapes de la lymphopoïèse. Ces protéines de surface permettent de caractériser précisément chaque stade de développement et sont utilisées en clinique pour le diagnostic. Voici un résumé des principaux marqueurs pour chaque lignée lymphocytaire. Les lymphocytes B expriment CD19, CD20 et les immunoglobulines de surface. Les lymphocytes T expriment CD3 ainsi que CD4 ou CD8 selon leur sous-type. Les cellules NK expriment CD56 et CD16 mais pas CD3. En conclusion, la lymphopoïèse est un processus complexe et finement régulé qui assure la production continue de lymphocytes fonctionnels. La compréhension de ces mécanismes est fondamentale pour la recherche en immunologie et le développement de thérapies ciblées dans les maladies immunitaires et les cancers hématologiques. La moelle osseuse représente l'organe lymphoïde primaire le plus important de l'organisme. Située dans la cavité médulaire des os longs et dans les os spongieux, elle constitue le véritable berceau de tous les lymphocytes. Au cœur de la moelle osseuse se trouvent les cellules souches hématopoïétiques, ou CSH. Ces cellules remarquables possèdent deux propriétés fondamentales, l'autorenouvellement et la multipotence. Elles peuvent se diviser pour maintenir leur poule tout en se différenciant vers tous les lignages sanguins. La différenciation des cellules souches hématopoïétiques suit deux voies principales. D'abord, elles se différencient en progéniteurs multipotents communs, puis en progéniteurs lymphoïdes communs pour la lignée lymphocytaire, ou en progéniteurs myéloïdes communs pour les autres lignées sanguines. La maturation des lymphocytes B dans la moelle osseuse suit plusieurs étapes bien définies. Elle commence par les cellules pro-B, puis progresse vers les cellules pré-B et enfin vers les lymphocytes B immatures. Chaque étape est caractérisée par l'expression de marqueurs spécifiques et des réarrangements géniques particuliers. Le micro-environnement de la moelle osseuse joue un rôle crucial dans la lymphopoïèse. Il comprend les cellules stromales, qui fournissent un support structural et sécrètent des facteurs de croissance, ainsi que les vaisseaux sanguins qui permettent la circulation des cellules matures.
La différenciation et la maturation des lymphocytes sont finement régulées par de nombreux facteurs de croissance et cytokines. L'interleukine 7 est essentiel pour le développement des lymphocytes B et T. Le facteur de cellules souches SCF et la thrombopoïétine TPO maintiennent les cellules souches. D'autres facteurs comme FLT3L et BF participent également à cette régulation complexe. En résumé, la moelle osseuse remplit plusieurs fonctions cruciales en tant qu'organe lymphoïde primaire. Elle abrite les cellules souches hématopoïétiques, assure la production continue de lymphocytes B, fournit un micro-environnement spécialisé pour la maturation cellulaire et régule finement ces processus par un réseau complexe de signaux moléculaires. Le thymus représente l'organe lymphoïde primaire le plus spécialisé dans l'éducation des lymphocytes T. Situé dans le médiastin antérieur, derrière le sternum, cet organe bilobé joue un rôle fondamental dans l'établissement de la tolérance immunitaire. Le thymus présente une architecture complexe organisée en deux régions distinctes, le cortex externe, riche en thymocytes immatures, et la médula centrale, où s'achève la maturation des lymphocytes T. Les précurseurs des lymphocytes T, appelés prothymocytes, naissent dans la moelle osseuse, mais doivent migrer vers le thymus pour acquérir leurs compétences immunitaires. Cette migration est un processus hautement régulé par des signaux chimiotactiques spécifiques. Les prothymocytes expriment des récepteurs de chimiokines qui leur permettent de répondre aux signaux attractifs émis par le thymus. Cette migration est essentielle car ces cellules ne peuvent pas se développer correctement dans la moelle osseuse. Au cœur du processus éducatif thymique se trouvent les cellules épithéliales thymiques, véritables professeurs de la tolérance immunitaire. Ces cellules spécialisées présentent les antigènes du soi aux thymocytes en développement. Les cellules épithéliales thymiques expriment à leur surface des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, ou CMH, qui présentent une grande variété d'antigènes du soi. Cette présentation est cruciale pour l'éducation des lymphocytes T. La sélection positive constitue la première étape cruciale de l'éducation thymique. Seuls les thymocytes capables de reconnaître faiblement les molécules du CMH du soi survivront à cette épreuve sélective. Dans le cortex thymique, les thymocytes immatures interagissent avec les cellules épithéliales corticales. Ceux qui ne peuvent pas reconnaître le CMH du soi subissent l'apoptose, un processus de mort cellulaire programmée. La sélection négative représente l'étape finale et la plus critique de l'éducation thymique. Elle se déroule principalement dans la médula et vise à éliminer les lymphocytes T autoréactifs qui pourraient attaquer les tissus de l'organisme. Les thymocytes qui ont survécu à la sélection positive migrent vers la médula où ils rencontrent des cellules dendritiques et des cellules épithéliales médulaires. Ces cellules présentent un répertoire étendu d'antigènes du soi. Les thymocytes qui reconnaissent trop fortement les antigènes du soi sont considérés comme autoréactifs et sont éliminés par apoptose. Cette sélection négative est essentielle pour prévenir les maladies auto-immunes. Au terme de ce processus éducatif rigoureux, seuls 2 à 5% des thymocytes survivent et quittent le thymus sous forme de lymphocytes T matures, compétents et tolérants au soi. Ces cellules sont désormais prêtes à assurer la surveillance immunitaire dans l'organisme. Les organes lymphoïdes secondaires constituent les véritables centres opérationnels de la réponse immunitaire adaptative. Contrairement aux organes primaires où naissent les lymphocytes, ces structures spécialisées sont les lieux où se déroulent les interactions complexes entre antigènes et cellules immunitaires. Les organes lymphoïdes secondaires se distinguent par plusieurs caractéristiques fondamentales. Ils constituent les sites privilégiés de rencontre entre les antigènes étrangers et les lymphocytes matures. Leur architecture est soigneusement organisée en zones distinctes pour les lymphocytes T et B, permettant une réponse immunitaire coordonnée et efficace. Ces organes abritent également des cellules dendritiques spécialisées dans la présentation antigénique, ainsi que des réseaux vasculaires optimisés pour la circulation des cellules immunitaires. Les centres germinatifs qu'ils contiennent permettent la maturation et la sélection des lymphocytes B les plus efficaces. Les ganglions lymphatiques représentent les organes lymphoïdes secondaires les plus nombreux et les plus accessibles de l'organisme.
Ils sont stratégiquement positionnés le long des voies lymphatiques pour intercepter et filtrer la lymphe provenant des tissus périphériques. L'architecture du ganglion lymphatique est remarquablement organisée. La capsule externe délimite l'organe, tandis que l'intérieur se divise en plusieurs régions fonctionnelles distinctes: le cortex externe, le paracortex et la médula centrale. Le cortex externe contient principalement les follicules de lymphocytes B, organisés en structures sphériques où se déroulent les réactions immunitaires humorales. Ces follicules peuvent développer des centres germinatifs lors de l'activation immune. Le paracortex, situé entre le cortex et la médula, constitue la zone de prédilection des lymphocytes T. Cette région est richement vascularisée et contient de nombreuses cellules dendritiques interdigitées, essentielles pour la présentation antigénique aux lymphocytes T naïfs. La circulation lymphatique dans le ganglion suit un parcours précis. Les vaisseaux lymphatiques afférents apportent la lymphe chargée d'antigènes depuis les tissus périphériques. Cette lymphe pénètre dans le sinus sous-capsulaire, puis percolée à travers les différentes zones du ganglion. Après filtration et interaction avec les cellules immunitaires, la lymphe ressort par le vaisseau lymphatique efférent unique, emportant les lymphocytes activés vers la circulation générale. Cette organisation permet un contrôle qualité optimale de la réponse immune. La vascularisation sanguine du ganglion lymphatique est également cruciale. L'artère hilaire apporte les nutriments et l'oxygène, tandis que les vénules postcapillaires à endothélium haut permettent le recrutement sélectif des lymphocytes circulants. Le processus de présentation antigénique dans les ganglions lymphatiques débute par la capture des antigènes par les cellules dendritiques. Ces sentinelles immunitaires, dotées de prolongements cytoplasmiques caractéristiques, patrouillent constamment les tissus périphériques à la recherche d'éléments étrangers. Lorsqu'une cellule dendritique rencontre un antigène, elle l'internalise par phagocytose ou macropinocytose. Cette capture déclenche un processus de maturation qui transforme la cellule dendritique en une présentatrice d'antigènes hautement efficace. Une fois mature, la cellule dendritique migre via les vaisseaux lymphatiques afférents vers le ganglion lymphatique le plus proche. Cette migration est guidée par des gradients de chimiokines qui orientent précisément la cellule vers sa destination. Dans la zone T du ganglion, la cellule dendritique présente les fragments antigéniques aux lymphocytes T naïfs via les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Cette interaction, accompagnée de signaux de costimulation, déclenche l'activation et la prolifération clonale des lymphocytes T spécifiques. La rate constitue le plus volumineux des organes lymphoïdes secondaires. Cet organe remarquable assure une double fonction: la filtration mécanique et immunologique du sang circulant, ainsi que la surveillance immunitaire des antigènes véhiculés par voie sanguine. L'architecture splénique se divise en deux compartiments fonctionnellement distincts: la pulpe rouge, qui occupe la majeure partie du volume splénique, et la pulpe blanche, constituée d'îlots lymphoïdes dispersés dans la pulpe rouge. La vascularisation splénique est assurée par l'artère splénique qui se ramifie en artériole centrale traversant la pulpe blanche. Le sang filtré ressort par la veine splénique après avoir circulé dans les sinusoïdes de la pulpe rouge. La fonction de filtration sanguine de la rate est assurée principalement par la pulpe rouge. Les macrophages spléniques inspectent minutieusement chaque globule rouge qui traverse les sinusoïdes, éliminant les cellules âgées, déformées ou infectées par des parasites. Ce processus de contrôle qualité permet l'élimination sélective des hématies défectueuses tout en préservant les cellules saines. Les macrophages spléniques peuvent également extraire les inclusions parasitaires sans détruire complètement l'hématie haute. La pulpe blanche de la rate assure une surveillance immunitaire continue du sang circulant. Organisée autour des artérioles centrales, elle contient des zones B folliculaires et des zones T périartériolaires, permettant une réponse immune rapide contre les antigènes sanguins. La rate constitue un site majeur de production d'anticorps,
particulièrement efficaces contre les antigènes polysaccharidiques des bactéries encapsulées. Les plasmocytes de la pulpe blanche sécrètent des immunoglobulines spécifiques qui neutralisent directement les pathogènes circulants. Cette capacité de production d'anticorps fait de la rate un organe essentiel dans la défense contre les infections systémiques, expliquant pourquoi les patients splénectomisés présentent une susceptibilité accrue aux infections bactériennes graves. En conclusion, les organes lymphoïdes secondaires représentent les véritables centres opérationnels de l'immunité adaptative. Les ganglions lymphatiques assurent la surveillance des tissus périphériques via la lymphe, tandis que la rate surveille le compartiment sanguin. Cette organisation complémentaire garantit une couverture immunitaire complète de l'organisme. Les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, ou MALT, constituent un système de défense immunitaire spécialisé qui protège les surfaces muqueuses de l'organisme. Ces tissus représentent la première ligne de défense contre les agents pathogènes qui tentent de pénétrer par les voies respiratoires, digestives et urogénitales. Le MALT est stratégiquement positionné aux principales portes d'entrée de l'organisme. On le retrouve au niveau des amygdales dans la gorge, des plaques de Peyet dans l'intestin grêle et des tissus lymphoïdes bronchiques dans les voies respiratoires. Ces localisations permettent une surveillance immunitaire constante des surfaces exposées à l'environnement extérieur. La structure des surfaces muqueuses est spécialement adaptée à la fonction immunitaire. L'épithélium muqueux forme la barrière physique, tandis que la lamina propria sous-jacente contient les follicules lymphoïdes organisés. Les cellules M, dispersées dans l'épithélium, jouent un rôle crucial dans le transport des antigènes. Les cellules M sont des cellules épithéliales spécialisées qui assurent le transport des antigènes à travers la barrière épithéliale. Elles capturent les pathogènes et les antigènes présents dans la lumière muqueuse, les internalisent par endocytose, puis les transportent vers leur surface basale où ils sont présentés aux lymphocytes sous-jacents. La production d'immunoglobuline A représente la fonction principale du MALT. Les lymphocytes B activés se différencient en plasmocytes qui produisent des IgA dimériques. Ces anticorps sont ensuite transportés à travers l'épithélium grâce aux composants sécrétoires, formant les IgA sécrétoires qui constituent la première ligne de défense humorale au niveau des muqueuses. Le mécanisme de neutralisation des pathogènes par les IgA sécrétoires est remarquablement efficace. Les anticorps présents dans le mucus reconnaissent spécifiquement les antigènes pathogènes, se lient à eux pour former des complexes immuns, puis facilitent leur élimination par les mouvements ciliaires et la sécrétion muqueuse. Le MALT ne fonctionne pas de manière isolée, mais s'intègre parfaitement dans le système immunitaire systémique. Les lymphocytes activés dans le MALT migrent vers les ganglions lymphatiques et la rate, contribuant à la mémoire immunitaire. De plus, le MALT joue un rôle crucial dans l'établissement de la tolérance orale et la coordination des réponses immunitaires locales et systémiques. En conclusion, les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses constituent un système de défense immunitaire hautement spécialisé et intégré. Positionnés stratégiquement aux portes d'entrée de l'organisme, ils assurent une surveillance constante, produisent des anticorps IgA sécrétoires pour la neutralisation des pathogènes et s'intègrent parfaitement dans la réponse immunitaire systémique pour maintenir l'homéostasie immunitaire de l'organisme.